Bonsoir à toutes et à tous. Merci au Parc pour cette invitation et cette opportunité de présenter la saison d'alpage. La saison d'alpage, je pense que dans cette salle, vous la connaissez toutes et tous certainement bien mieux que moi. Ce dont je vais vous parler, c'est plutôt comment cette saison d'alpage s'est retrouvée tout à coup à être inscrite sur une liste de l'UNESCO. Je suis quand même un peu ému, je dois vous avouer, d'être ici ce soir dans le cadre du Parc naturel régional Gruyère-Pays d'en Haut. Je vois Philippe Randin qui arrive. Salut Philippe. Parce que ça a été dit tout à l'heure, en 2007, j'étais civiliste du Parc naturel. J'ai travaillé notamment sur le tavillon et le tavillonnage, une autre tradition vivante bien ancrée dans le parc, un savoir-faire emblématique, défendu par Philippe Randin. Et en 2008, on avait eu l'occasion d'organiser avec Patrick Rudin un colloque juste dans la salle à côté sur l'avenir du tavillon déjà en tant que tradition. Donc, c'est avec ce petit côté un peu émotionnel pour moi d'avoir eu l'occasion de découvrir, un peu le travail autour du patrimoine dans le parc il y a maintenant une quinzaine d'années que j'ai le plaisir de venir ce soir pour vous parler de ce sujet. Donc, on va parler de patrimoine culturel immatériel. On peut directement passer aux choses sérieuses ou aux petits détours par lesquels je vais vous emmener. Vous reconnaissez là le logo de l'UNESCO. L'UNESCO, c'est cette grande maison onusienne, c'est une agence de l'ONU, l'agence de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture, fondée juste après-guerre sur des valeurs de partage, d'éducation, de culture. L'UNESCO, aujourd'hui, pour la plupart des gens, est connue pour le patrimoine mondial, ce patrimoine bâti, ce patrimoine naturel, comme on a des exemples à Lavaux, à Jungfrau, à Letsch, la vieille ville de Berlin. Dans le domaine du patrimoine, l'UNESCO est très connue pour cet élément. La convention qui a consacré ce patrimoine mondial est née en 1972. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu comme un sentiment de déséquilibre entre ce patrimoine très solide, très matériel, très ancré, parfois aussi perçu comme étant un patrimoine du Nord, un patrimoine européen, et puis d'autres formes de patrimoine qu'on va appeler patrimoine vivant, qu'on appelait parfois folklore, comme des danses, des savoir-faire, des rituels. Et petit à petit, ce sont surtout les pays du Sud qui vont amener cette thématique à l'UNESCO à la fin des années 90 avec l'idée de chef-d'œuvre de l'humanité. Il y a des artisans particuliers qui sont distingués, des chanteurs particuliers qui sont distingués. Et puis en 2003, avec la création d'une convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Le terme, il est évident, puis en même temps, il est un petit peu compliqué. En fait, en Suisse, on parle souvent de tradition vivante ou de patrimoine vivant, qui nous paraît être un terme un peu moins technique et qui recouvre bien ce que c'est. Cette convention de l'UNESCO, elle est maintenant ratifiée par près de 189 États partis qui reconnaissent l'importance de ce patrimoine. Et puis, c'est quelque part un outil international qui peut être ratifié par différents pays. On peut passer à la slide suivante et je vous montre là, alors c'est un petit peu sombre, mais on n'est pas en Gruyère, on n'est pas en Suisse, on est en Bretagne et c'est un fest-noz. Les fest-noz, peut-être que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler, ce sont des rassemblements de danse et de musique traditionnelle qui réunissent énormément de monde dans des salles des fêtes en Bretagne, où on voit ces danses en groupe qui se font comme ça, des formes de rondes, qui sont extrêmement populaires, qui rassemblent différentes générations. Et pour moi, c'est peut-être un des meilleurs exemples pour expliquer ce que c'est, ce patrimoine culturel immatériel. En fait, ce sont des pratiques comme celui de changement de lumière. Oui, là, vous voyez bien. Ce sont des pratiques, des savoir-faire, des événements, des fêtes qui se transmettent d'une génération à une autre, qui donnent un sentiment d'identité collective, qui donnent un sentiment de continuité. Donc, en fait, c'est quelque part cette forme vivante du patrimoine qu'on peut retrouver, auquel on peut s'identifier. Et ce qu'il y a de très particulier, c'est que ce patrimoine, contrairement peut-être au patrimoine bâti, qui est souvent défini par des experts, qui auront des critères, ce patrimoine immatériel, ce patrimoine vivant, en fait, il est défini par celles et ceux qui le pratiquent. En fait, celles et ceux qui le pratiquent considèrent comme important, notamment le fest-noz, ont envie de le transmettre, ont envie de le poursuivre. Et c'est peut-être un élément particulier, on insiste beaucoup sur ce patrimoine immatériel, sur la question de communauté, de groupe, qui définissent ce qui est important pour eux. Et puis ça, c'est un élément central. Et l'autre élément central, c'est que c'est un patrimoine qui est en changement, en évolution permanente. On ne peut pas le figer.
Si on le fige, c'est plus un patrimoine vivant, c'est un patrimoine mort qu'on va documenter. Et donc, ce patrimoine, il s'adapte, il change en fonction des contextes. Dans les Fest Notes, on a aussi des light shows maintenant, comme Bruno Clément nous l'a fait très bien. Mais ces éléments s'adaptent. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et ça veut dire qu'on ne peut vraiment pas protéger, on peut aller dans une logique de sauvegarde et de transmission. Élément suivant, vous voyez là cette représentation. Ce n'est pas de l'art traditionnel d'Océanie, c'est la manière dont l'UNESCO présente tous les éléments qui sont maintenant inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Là, je vous l'ai dit une fois en entier. Après, on parlera de la liste. Et il y a là tous les éléments, dont la saison d'alpage. Et puis, ils sont rattachés en 5 domaines, qui sont les 5 domaines principaux de la Convention. Donc, pour définir ce patrimoine, au-delà de ce que je vous ai dit avant, sur sa transmission, sur sa vitalité, on a 5 domaines principaux. On a l'artisanat traditionnel. On a ensuite les pratiques et les expressions orales. On a les fêtes et les rituels. On a les connaissances et les savoir-faire liés à la nature. Et puis, on a les pratiques artistiques. Vous verrez tout à l'heure des exemples au travers de ce que la Suisse a déjà promu au travers de cette convention. C'est assez intéressant, cette représentation, parce que ça permet de plonger dans ce patrimoine. Si vous avez l'occasion, vous tapez dans votre moteur de recherche favori patrimoine immatériel UNESCO, il y a cet élément qui s'appelle plonger dans le patrimoine, et on peut naviguer dans tout le monde, aller chercher différents types de traditions vivantes. Suivant. Donc là, on passe à la mise en œuvre pour la Suisse. Donc, quand un État ratifie cette convention, la Suisse l'a fait en 2008. Cette convention fait partie après du droit national. Elle est enregistrée comme un élément du droit national. Les États s'engagent de manière très générale à sauvegarder leur patrimoine immatériel. Ça reste un peu abstrait, un peu flou. Et puis après, de manière plus concrète, l'élément obligatoire, c'est d'établir un inventaire de ce patrimoine présent sur le territoire. L'autre obligation, c'est de payer un peu de l'argent à l'UNESCO. Et puis la troisième obligation, c'est de participer aux activités statutaires de l'UNESCO. Mais venons-en à cette page-là qui illustre l'inventaire qui a été réalisé. Il s'agit de la liste des traditions vivantes en Suisse. Cet inventaire a été mis en place de manière conjointe entre la Confédération, l'Office fédéral de la culture, et puis les cantons. Ça s'est fait entre 2010 et 2012. Et la manière de faire l'inventaire, c'est déjà presque un patrimoine immatériel suisse, parce que chaque canton, dans un modèle très fédéral, a eu la possibilité de choisir sa manière de faire un inventaire de son propre, de ses traditions vivantes. Dans certains cas, ce sont des employés du canton qui l'ont fait. Dans d'autres cas, c'est un musée qui s'en charge. Par exemple, dans le canton de Fribourg, c'est le musée grevien qui a été chargé d'aller chercher quelles étaient ces traditions vivantes. À partir de là, les cantons ont fait une série de propositions qui ont été soumises à un groupe de pilotage de la Confédération, et il y a eu 165 traditions qui ont été inscrites à ce moment-là, en 2012, sur cet inventaire national. Pour le canton de Fribourg, il y a eu l'Epoya peinte, et il y a eu la saison d'alpage en gruyère qui a été proposée. Et c'était, vous la connaissez certainement, c'est Isabelle Rabou-Schuller, ancienne directrice du musée grevien, qui s'est occupée, qui a piloté, qui a coordonné cette préparation de ces propositions fribourgeoises. Donc, dans ces 165 traditions, on a toute une série, des surprenantes aux plus habituelles. On a notamment l'esprit de Genève, on a l'italianita au Tessin, en Valais, pardon, cette manière de vivre aussi en lien avec l'Italie. Et puis, on a toute une série d'éléments plus liés à l'artisanat, aux connaissances populaires. Donc, à partir de cet inventaire, il a été actualisé une première fois en 2016-17 pour arriver à 199 éléments et une troisième fois l'année passée pour arriver à 228 éléments qui sont inscrits, qui font un peu voilà l'état des lieux de ce qui est ce patrimoine immatériel suisse. On peut passer à la suivante. Et maintenant, une fois que c'était fait, la question s'est posée d'aller utiliser des listes que l'UNESCO propose. Donc l'UNESCO a compris que pour avoir de la visibilité, il y avait un modèle qui était intéressant, c'est ce modèle des listes. Donc le modèle des listes, la liste la plus connue, c'est la liste du patrimoine mondial de ces sites. Dans le cadre de cette convention sur le patrimoine immatériel, il y a aussi des listes qui ont été mises en place. Il y a une liste de sauvegarde urgente pour des traditions qui seraient menacées, où on aurait par exemple un artisanat qui a plus que 2-3 personnes qui le pratiquent.
c'est la liste de sauvegarde urgente. On a la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, qui est une liste qui veut montrer cette diversité de ces expressions. Et puis, on a un registre des bonnes pratiques de sauvegarde. Là, ce sont des projets où on a pu sauvegarder le patrimoine qui sont proposés. Donc, la Suisse, l'Office fédéral de la culture, en lien avec le département fédéral de l'intérieur, s'est dit il faudrait qu'on fasse une proposition. La proposition, c'était de confier à un groupe d'experts le tri, la sélection d'éléments figurant sur l'inventaire national et qui pourraient être proposés pour l'UNESCO. Donc ça s'est fait en essayant de trouver un peu sur une sorte de formule magique du patrimoine, des éléments dans les différentes régions linguistiques, des éléments plus contemporains, peut-être plus traditionnels. Vous avez là cette liste qui a été en fait proposée en 2014, validée par le Conseil fédéral, et dans l'ordre, vous avez la fête des vignerons, vous avez le carnaval de Bâle, vous avez le graphisme et la typographie suisse ici, vous avez le yodel, vous avez ici la gestion du danger d'avalanche, vous avez ici les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art, vous avez les processions de la Semaine Sainte à Mendrisio, et puis évidemment la saison d'alpage. Ce sont ces 8 éléments qui ont été, quelque part, choisis pour représenter au niveau de la Suisse, mais aussi pour l'UNESCO, ce qui était fait en Suisse sur le patrimoine immatériel. On va passer rapidement sur ces différents éléments, donc on peut continuer. La fête des vignerons, c'était la première, elle a été inscrite en 2016. Évidemment, les Vaudois et les Veuvaisans étaient déjà en préparation de la fête de 2019, donc c'était l'occasion de faire reconnaître comme premier élément cette fête des vignerons. Sa caractéristique et ce qui a été reconnu comme intéressant, c'est le lien avec le territoire, et notamment avec le site du patrimoine mondial de l'Avaux. Donc déjà un fort lien au territoire et au savoir-faire de la ville. Deuxième, le carnaval de Bâle, évidemment, avec des lanternes qui sont proposées, qui sont aussi des dessins humoristiques. Le carnaval de Bâle a été reconnu en 2017. Et là, ce qui a été mis en évidence, c'était l'importance de la langue et du dialecte dans le cadre du carnaval. Un élément particulier, si vous avez l'occasion une fois d'aller au Morgenstern, vous verrez que c'est quand même un carnaval très particulier qui est différent de ce qu'on peut connaître dans d'autres régions suisses. Suivant, peut-être plus surprenant, la gestion du danger d'avalanche. On ne pense pas forcément à ça comme une tradition. C'est le canton du Valais qui l'a proposé, en se disant que, en fait, face à ce type de danger naturel, il y a des connaissances traditionnelles, liées notamment au plan d'aménagement, aux zones constructibles, mais aussi à des rituels, à des sanctuaires, à des ex-voto, mais il y a aussi, à part ça, de la connaissance technologique, des stations météo, des balises, un institut de recherche à Davos. Et l'idée, c'était de montrer que le patrimoine peut aussi être une combinaison d'éléments plus traditionnels et plus contemporains. C'est ce qui a été reconnu dans le cadre de cette inscription en 2018. Le suivant, l'art de la construction pierre sèche. Et là, si vous êtes très attentif, vous allez me dire, mais il ne figurait pas dans les 8 premiers. Et c'est vrai. En fait, il y avait une petite marge de manœuvre, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir des inscriptions multinationales, c'est-à-dire de plusieurs pays qui ont le même type de savoir-faire en commun. Et c'est évident que la construction en pierre sèche, vous le savez bien, ça ne se limite pas à un pays, c'est une des pratiques les plus répandues qu'on peut trouver autour de la planète. Là, en l'occurrence, ce sont 8 pays européens qui se sont associés pour cette candidature, dont la Suisse. Et là, de nouveau, il y a un lien avec le territoire, l'artisanat, la question de la gestion des ressources et aussi de la biodiversité. C'est un élément qui est déjà en lien aussi, d'ailleurs, avec la saison d'alpage. Suivant. Les processions de la Semaine Sainte à Mendrisio, c'était voilà, la tradition du sud des Alpes, la tradition italophone, qui est une tradition, une procession comme on en connaît dans beaucoup d'endroits. Ce qui est particulier dans ce cas-là, ce sont ces lanternes et ces transparents qui sont issus d'une technique assez particulière où on peint sur des toiles huilées. Ça permet de dépeindre des tableaux et des scènes particulières. Et donc là, c'est un élément qui a été inscrit en 2019. Le suivant, de nouveau multinational, l'alpinisme avec la France et l'Italie. Là aussi, l'alpinisme dans toutes ses dimensions culturelles, non compétitives, dans ses dimensions aussi d'appréhension du territoire, avec l'esprit de cordée au centre de ce projet. Suivant, les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art. Vous voyez là François Junot, qui est très connu maintenant parce qu'il est fabricant d'automates à Sainte-Croix, et puis il est en train d'ajuster un automate mécanique. Là aussi, c'est vraiment un savoir-faire emblématique de la Suisse, mais pas seulement de la Suisse. Cette inscription s'est faite avec la France.
dans le cadre de l'arc jurassien dans son ensemble. Voilà. Les ateliers de cathédrale, là on est sur le registre des bonnes pratiques de sauvegarde. Vous savez peut-être, il y a des ateliers de cathédrale. En Suisse, il y en a un à Bâle, un à Berne. Ça s'est fait avec la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Norvège. Notamment à Strasbourg, il y a un atelier très actif, l'atelier de l'œuvre Notre-Dame. Ce qui est particulier, c'est que depuis le Moyen-Âge, ces ateliers restaurent les cathédrales, mais ont aussi un rôle de transmission des connaissances, que ce soit les tailleurs de pierre, que ce soit les charpentiers d'édifices. Voilà encore un exemple. L'irrigation traditionnelle, là de nouveau un élément multinational avec 6 autres pays européens. Là, ça se passe dans le Haut-Valais et c'est un travail d'irrigation à partir de bis. Et puis là, c'est la dérivation de canaux secondaires pour irriguer les prairies. Et là, c'est de nouveau un élément qui est lié aux enjeux de gestion des ressources naturelles, qui est aussi beaucoup lié au consortage, au modèle d'organisation. Voilà, j'ai fait ce long détour pour arriver à la saison d'alpage. Et juste à côté d'ici, avec cette image des Alpes décharmées. La saison d'alpage, vous voyez, c'est plus la saison d'alpage en Gruyère, c'est la saison d'alpage en Suisse, de manière plus globale. Ça, c'est une décision qui a été prise dès le moment où il y a eu ce choix de prendre la saison d'alpage comme une potentielle candidature. L'idée, c'était, même si c'était une proposition fribourgeoise et gruyérienne, c'était évident dès le début que ça concernait toutes les zones de montagne de Suisse ou presque. Vous le savez peut-être, il y a des sociétés d'économie alpestre dans 23 cantons suisses sur 26. Donc c'est vraiment un phénomène très répandu, avec des formes différentes selon les régions. La raison de présenter la saison d'alpage, et quelque part, la saison d'alpage en soi, on sait ce que c'est cette période d'estivage, si on est très strict. Mais là, la manière dont c'est défini, c'est vraiment plus large, et c'est aussi le groupe de travail qui a évalué ça en disant la saison d'alpage, c'est une sorte de répertoire de pratiques, de savoir-faire, de connaissances. La base, c'est la période d'estivage où on monte pour exploiter les pâturages et les ressources. Ça, c'est le cœur. Le cœur, c'est aussi la production alimentaire, avec du bétail, la production fromagère, la production carnée. Ça, c'est vraiment au cœur. Et puis après, de manière concentrique, on a toute une série d'autres éléments. Des connaissances liées à la gestion des herbages, liées à différents types d'artisanat, toute une série de connaissances liées aussi à l'adaptation nécessaire en fonction des conditions climatiques, et puis des fêtes, et puis des rituels, et puis des représentations très larges. Donc on a un système un peu concentrique, et c'est ça qui était proposé. Après, qui est-ce que ça concerne? Parce que c'est toujours ça, quand on a un territoire, on se dit, bon, bah, c'est ce territoire qui est concerné par ce patrimoine. Là, on a une communauté de porteurs. Alors, cette communauté de porteurs, bah, au cœur, il y a évidemment les alpagistes, les agriculteurs, qui vont être les premiers concernés, être au cœur, c'est-à-dire les exploitants, mais aussi le personnel d'alpage, et puis ensuite toutes les personnes qui ont des activités qui tournent autour de ce domaine de l'alpage. Et donc c'est ça, en fait, c'est ça qui a été proposé, c'est comme ça que c'est quelque part construit ce patrimoine. Donc comme j'ai dit, c'est un ensemble de pratiques, là on est de nouveau sur une des Alpes. Ce qu'il faut voir, c'est que cet ensemble de pratiques, il est déjà très lié au patrimoine et au folklore. Et l'idée, c'était dans cette démarche de ne pas seulement montrer un côté, une dynamique idéale de ce qu'est l'alpage, de dire c'est extrêmement beau, c'est les journées festives où on décore les vaches, où on a une des Alpes qui est d'ailleurs elle-même déjà une construction organisée, le fait que tous les troupeaux descendent ensemble, vous le savez bien, c'est aussi quelque chose qui est quelque part une mise en scène, une valorisation. Cet aspect de valorisation, il est important, mais derrière ça, ce qui paraissait essentiel, c'était aussi de mettre en évidence les différents défis que rencontre l'économie alpestre et les différentes dimensions qui sont associées. Et pour faire ça, bah, évidemment, ce n'est pas à Berne, dans un bureau, qu'on peut le faire, ou alors on peut le faire difficilement. Il faut se mettre en place un groupe de travail, un groupe un peu plus large qui peut s'occuper de proposer une candidature. Donc on peut passer au point suivant. Quand on parle d'une candidature, qu'est-ce que c'est? Parce que, voilà, on parle beaucoup de cet élément. Une candidature pour cette liste représentative, en gros, l'objectif, c'est de démontrer que la tradition qui est proposée correspond aux critères que l'UNESCO a fixés pour figurer sur cette liste. La première, c'est que, en gros, ça soit un patrimoine immatériel, comme on l'a vu. La deuxième, c'est que les communautés concernées ont donné leur accord, ont participé à la préparation de cette candidature.
Le troisième critère, c'est qu'il y a des mesures de sauvegarde, des mesures de transmission qui sont en place et qui vont encore être poursuivies. Le quatrième critère, c'est qu'il y a une inscription sur un inventaire suisse. Et puis le cinquième critère, c'est que ça corresponde quelque part à la valorisation du patrimoine immatériel en général, notamment sur des valeurs de dialogue, de développement durable et ce type de grandes thématiques qui sont chères à l'UNESCO. Donc ça, c'est les critères. Pour répondre à ces critères, ce qu'il faut faire, c'est remplir un formulaire. Ce qu'il faut faire, c'est présenter un film qui donne à voir et à comprendre à quelqu'un qui sera de l'autre bout de la planète ce que c'est. C'est de sélectionner des images, 10 images présentées, cet élément. C'est aussi de donner la preuve que finalement, on ne raconte pas des histoires sur le fait que les communautés sont impliquées et sont d'accord. Donc on récolte dans ces cas-là ce qu'on appelle des lettres de consentement, des lettres de soutien. Là, c'est un exemple de l'association d'économie alpestre des Grisons qui confirme sa volonté de participer. Il y a eu près de 100 lettres qui ont été déposées pour la candidature de la saison d'alpage. Donc c'est tout ce paquet qui doit être mis en place. Pour la saison d'alpage, ce qui s'est passé, c'est que la candidature a commencé en 2020 et a été très rapidement dans la situation de Covid. Donc on a beaucoup travaillé en ligne, malheureusement. Et ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu une identification des différentes organisations partenaires. Alors, évidemment, les sociétés d'économie alpestre, les parcs naturels, des musées, des experts, des agronomes. Tous ces gens ont été contactés pour former ce qu'on a appelé le groupe d'accompagnement. Un groupe où il y avait près de 100 organisations représentées et qui ont eu un rôle de conseil et d'accompagnement de la candidature. Puis à côté de ça, il y a un petit groupe de rédaction qui s'est constitué de 5 personnes, avec notamment Isabelle Rabouchulet, Patrick Ruda, qui a accompagné la candidature presque jusqu'au dépôt, et est décédé juste avant qu'on puisse déposer cette candidature auprès de l'UNESCO en 2022. C'est ce groupe de travail qui, pendant près de 10 mois, a travaillé pour constituer cet élément, ce dossier. Et c'est ça, quelque part, c'est ce résultat qui a été célébré à Bulle le 7 décembre, qui a eu l'occasion d'être avec une inscription qui a eu lieu au Botswana 2 jours avant le 5 décembre. Et puis j'ai eu le plaisir de coordonner et d'accompagner tout ce processus. Donc c'est de ça qu'on parle quand on parle d'une candidature. Et puis ce qui est important, on va le voir après au travers de quelques images, c'est ce qu'on montre pour correspondre à ces critères, mais ce sont aussi les orientations qu'il y a. Quels sont les domaines principaux, quelles sont les mesures, quels sont les effets concrets que peut avoir ce type de candidature. Donc on peut passer peut-être au premier élément. Ça, c'est Sealpsee en Appenzell. C'était un exemple. Je vous montrerai la série des 10 images qui ont été choisies pour illustrer quelques éléments. Premier point, c'est la relation au territoire. Quand on parle de saison d'alpage, on parle de zone d'estivage, mais on parle aussi de bâtiments, d'un bâti alpestre qui est extrêmement important. Et on parle aussi des ressources naturelles, notamment en termes d'herbage et de biodiversité. Peut-être que c'est un point essentiel, et c'est le premier point, c'est que dans cette saison d'alpage, c'est ce lien au territoire et aux ressources naturelles, et à une gestion qu'on peut qualifier durable des ressources naturelles. Et je pense que ça, c'est central aussi dans la présentation de ce patrimoine. Deuxième point, on a une diversité de pratiques, parce qu'évidemment, on est souvent on pense principalement, peut-être ici, en tout cas moi, avec un petit défaut fribourgeois, on pense beaucoup de préalpes. Là, on est dans le Jura vaudois. On peut être dans beaucoup de régions de la Suisse. On voit que les toitures ne sont pas les mêmes, les formes des chalets ne sont pas les mêmes non plus. Et puis, cette diversité de pratiques, c'est aussi lié au type de production qu'on peut avoir. On peut avoir des productions bovines, des productions ovines, caprines. On peut avoir une production laitière active, où on peut avoir plutôt de l'estivage de jeunes bétails, de génisses. Et puis, on a aussi le lien avec, ici, on est sur une buvette d'alpage, avec cette multifonctionnalité, où il y a aussi une vente de produits, une valorisation des produits qui sont sur l'alpage. Et c'est quelque part cette diversité de pratiques-là aussi qui est mise en évidence, avec le lien aussi, vous voyez là, il y a des panneaux, avec le lien au tourisme et à cet enjeu de la gestion d'un territoire qui est partagé pour différentes activités. Slide suivante. Et là, c'est une magnifique image, ça se passe à Belle-Alpe, où ici, vous voyez des moutons nez noirs, alors ils ont des couleurs parce qu'ils ont les marques, mais c'est des moutons nez noirs en fin de saison. Ils sont rassemblés dans ces enclos fabriqués en pierre sèche et ils sont redonnés aux propriétaires, donc après l'estivage. Et là aussi, on voit un autre type de lien au territoire, donc avec ce type d'architecture, avec des races autochtones, là dans ce cas-là, des moutons nez noirs, et puis avec une gestion collective, et ça je pense que c'est un élément intéressant,
Là, on est sur des éléments collectifs aussi liés, on l'a vu avant, au consortage et puis au commun, à cette manière communale, en fait, c'est-à-dire liée à la communauté, de gérer des ressources naturelles. Et puis, à nouveau, ça nous rappelle aussi cette diversité des lieux en Suisse, puis des pratiques aussi, qui restent finalement les mêmes, celles de l'estivage et du déplacement, mais dans des contextes géographiques très différents. Point suivant. La transmission, c'est un point essentiel. Alors là, on peut l'avouer, on l'a fait de manière un peu cliché avec les jeunes Appenzellois qui guident les chèvres avec le costume traditionnel. C'est évidemment un aspect important, c'est un aspect qui représente, il y a toute une iconographie de ce qu'est l'alpage. Mais ce qu'on veut dire par la transmission, c'est aussi comment est-ce que tous ces savoir-faire et puis ce travail aussi ardu est transmis aux jeunes générations, comment est-ce qu'il y a des formations aussi, des échanges de connaissances, et puis comment est-ce que la recherche du personnel d'alpage, qui est un enjeu important, est aussi prise en compte. Donc derrière la jolie image et les pantalons jaunes, il y a sur la transmission des enjeux bien plus importants, on en est conscient. Point suivant, la production et la répartition des tâches, là on est au-dessus de Grand Villard. Évidemment, quand on parle alpage, on parle aussi d'un travail exigeant qui nécessite des savoir-faire particuliers, notamment les fromagers d'alpage, les savoir-faire fromagers d'alpage, et puis au rôle important que jouent les femmes dans ce domaine-là, et la répartition des rôles selon les genres. C'est un point qui a été mis en évidence aussi dans la candidature. Souvent, dans l'image d'Épinal, de l'Armaï et du Buebo, il n'y a que des hommes, alors qu'en fait, il y a un rôle très important des femmes aussi dans le cadre des activités alpestres. Et c'était important de le mettre en évidence. Point suivant, les produits. Ça, c'est un Reistylet, donc une distribution des fromages d'une coopérative à Sigrisville. C'est des fromages qui descendent du Justitstal. Et puis, c'est quand même au cœur du propos. C'est-à-dire que si on parle d'économie alpestre, on est sur de l'économie, ça veut dire qu'on est sur des produits, ça veut dire qu'on est sur de la valorisation de produits. C'est quelque part dans les mesures de sauvegarde, on verra tout à l'heure, ce qu'on disait parfois, c'est que la mesure de sauvegarde la plus pertinente pour tout le monde, c'est certainement d'acheter du fromage d'alpage. Vous en êtes certainement bien conscient. Et là, c'est de mettre en évidence aussi, de manière assez intéressante, comment ça se passe lorsqu'on a des systèmes de coopératives, comme c'est le cas dans le domaine bernois, avec ce moment aussi festif de partage des fromages. Suivant, espace et sensibilisation. De nouveau, les espaces d'alpage sont utilisés pour différents buts, notamment des buts touristiques, des buts de détente, mais ils sont avant tout des espaces de travail et de production. Et donc, il y a des enjeux, notamment sur ces deux randonneurs qui sont, on l'espère, qui vont fermer la clôture après le passé. C'est une image qui est prise, qui vient de Suisse Rando et qui met en évidence le travail de sensibilisation nécessaire. Et ça aussi, je pense que c'est un autre point. L'alpage, c'est aussi un espace de rencontre de différentes activités. Et là, il y a des enjeux liés au respect, en fait, sur ces enjeux. Point suivant, fête et représentation. Je reviens à la des Alpes, mais je pense que c'est important. L'alpage a aussi une dimension de représentation identitaire en Suisse. On a beaucoup évoqué l'alpage comme un idéal de la Suisse à certains moments. On a beaucoup de représentations idéalisées. On a des films, on a des photos, on a des fêtes. Et tout ça fait partie, quelque part, de l'alpage, mais n'est qu'une partie de l'alpage. Et on trouvait important de le mettre en évidence et d'avoir toujours ce dialogue entre la manière dont est représenté l'alpage par les artistes, parfois par certains milieux aussi, pour différents intérêts, et puis sa réalité, mais c'est un point qui est important, et c'est aussi un point de contact et de rencontre. Point suivant, est-ce que vous savez ce que fait cette dame avec ce baquet qui n'est pas un baquet? C'est un betrouf, donc une prière, sur l'alpage. Donc là, c'est une dame qui le fait en Suisse centrale. Et c'est l'aspect de rituel et de croyance qu'on a aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi des éléments. On a ici aussi tous les éléments de croix de chemin, de croix de sommet. On a toute une série de rituels qui sont importants. On a aussi des rituels particuliers, notamment le tirage au sort des alpages en Suisse centrale. Chaque année, on va tirer au sort le droit aux alpages. C'est un rituel qui est très productif. Donc, on a beaucoup d'éléments de ce type-là. Point suivant, l'ancrage historique. Alors, quand on parle de patrimoine, évidemment, classiquement, on se dit qu'on est surtout orienté vers le passé. Alors, c'est clair que ce qu'est la saison d'alpage et l'économie alpestre, c'est lié à l'exploitation des alpages depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, à l'âge d'or de cette production. Que tout ça est important, tout ça a marqué les pratiques, le territoire.
Et donc là, c'est un exemple d'une pesée de fromage avec un marchand en Grison au début du XXe siècle. Cet aspect historique, il est présent, mais il n'est peut-être pas essentiel dans cette représentation du patrimoine vivant. Il est là, mais c'est la base du travail. Ce que je vais aborder maintenant, c'est après cet aspect de description de ce que c'est la saison d'alpage en tant que patrimoine, comment ça a été mis en évidence dans la candidature, c'est qu'est-ce que ça implique cette inscription. Cette inscription a eu lieu le 5 décembre. À partir de là, on a cette reconnaissance. Et en fait, on peut dire qu'il n'y a rien qui change. Parce qu'il y a, de la part de l'UNESCO, il n'y a pas d'argent, parce que l'UNESCO n'a pas d'argent. De la part de l'UNESCO, dans ce cas-là, il n'y a même pas un logo, parce que contrairement au patrimoine mondial, où on peut mettre en début et une fin, où on a un territoire, dans le cadre du patrimoine immatériel, on n'a pas de possibilité, selon la Convention, de mettre un logo sur l'étibar ou un gruyère d'alpage ou à l'entrée d'un chalet. Donc ça on n'a pas. Par contre, ce qu'on a comme possibilité, c'est que de un, il y a toute une série de mesures qui ont été définies par les représentants des communautés, par les sociétés d'économie alpestre, par les parcs naturels régionaux, par tous ces partenaires, toute une série de mesures qu'elles se sont engagées à mettre en œuvre avec un soutien des autorités, notamment un soutien de la Confédération dans une certaine mesure. Donc, il y a un potentiel et il y a des moyens sur certains types de mesures. Il y a aussi et surtout une communauté qui s'est mise en place, qui s'est mise à travailler ensemble. Vous savez qu'une des difficultés, et puis ça, c'est de faire travailler des secteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Économie alpestre, tourisme, parfois protection de la nature, c'est un des défis qui est bien connu ici. C'est peut-être le défi du parc d'ailleurs aussi. Puis, quand on a préparé la candidature, c'était aussi pour moi très intéressant de voir comment on était dans une dynamique assez semblable. C'est que cette communauté-là, ce groupe-là, ces gens-là, ces spécialistes-là, puissent continuer à répondre aux attentes des alpagistes, à leurs besoins, à la manière finalement de poursuivre cette saison d'alpage. On la poursuivre dans la transformation, on la poursuivre en continuant à l'adapter aux conditions. Donc, c'est ça que je vais vous expliquer maintenant. À partir de cette inscription, qui est sympa, qui a été célébrée, vous avez ici le site de l'UNESCO, ça ne se voit pas très bien, où il y a tous ces éléments. Si vous voulez aller voir le film, il est là. Il y a tous ces éléments. Ça, c'est l'inscription. Maintenant, si on vient à ces mesures dites de sauvegarde, on va passer au point suivant. Voilà. La première, et elle est importante, elle s'est déjà préparée dans le cadre de la candidature, puis après, dans ce temps un peu intermédiaire, c'est de fédérer et d'organiser ensemble au niveau national et au niveau régional qui va continuer à valoriser, à mettre quelque part à poursuivre cette dynamique de la candidature. Le 7 décembre, à Bulle, le canton de Fribourg a organisé les célébrations officielles pour l'inscription de la saison d'alpage. Il y avait une soirée sympa avec le président de la Confédération, Alain Berset, qui pour la dernière fois pouvait aussi s'exprimer dans le canton de Fribourg. Il y avait tout cet aspect festif. C'était organisé, donc pas le canton de Fribourg, mais en partenariat avec la ville de Bulle, le musée gruyérien et le parc naturel régional Gruyère Pays de Haut. Et l'idée, c'était qu'au-delà d'avoir cette soirée, il y ait une journée de travail avec une matinée de conférence et puis un après-midi d'atelier. C'est notamment Bruno Clément qui a mis en place ces moments. Et là, ce personnage très flou, c'est Erich von Siebenthal, le président de la Société suisse d'économie alpestre. À ce moment-là, il était encore président, je ne sais pas si ça a déjà changé depuis, mais il était en fin de monde. Erich von Siebenthal et la Société suisse d'économie alpestre sont un des acteurs importants, mais pas uniques, pour ce travail de fédération et d'organisation. Et l'idée maintenant, c'est de travailler avec eux, avec Agridea, avec différents partenaires, pour avoir cette cohérence nationale sur ces mesures, sur cette valorisation, mais aussi de favoriser des dynamiques régionales. Ici, en Gruyère et au Pays de Haut, il y a déjà des dynamiques régionales qui existent. L'idée, c'est de pouvoir les renforcer. Deuxième point, formation et transmission. Un des enjeux principaux qui a été identifié lors de la préparation de la candidature en discussion avec les alpagistes, c'était d'avoir du personnel d'alpage qui est formé, qui a une connaissance de ce qui se passe. Alors, il y a un volet de trouver du personnel, ça c'est un défi important. Et il y a un volet de transmettre les connaissances, parfois d'améliorer l'accès à des connaissances existantes. Et puis là, ce truc flou de nouveau, c'est le portail de connaissances qui a été mis en place par la Société suisse d'économie alpestre avec Agridea, avec l'idée de recueillir toute une série de bases de connaissances, de modules de formation
autour de l'économie alpestre. C'est quelque chose qui était en train de se mettre en place et qui maintenant se concrétise. Par rapport aux formations à la recherche de personnel d'alpage, l'idée, c'est aussi de valoriser des initiatives existantes, comme le travail qui se fait au travers de civilistes, au travers de volontariat, donc aussi tout ce volet de support supplémentaire pour le travail d'alpage. Et puis, c'est aussi, dans le cadre des formations, de sensibiliser aux dimensions culturelles, aux soins du patrimoine. Oui. Est-ce que vous voulez essayer de nous remettre... Oui, je vais chercher une serviette parce que je dois aller au L'échelle, là. Oui, l'échelle. C'est 2 minutes. J'arrive. Très bien. Il arrivait juste à faire un peu de place du coup pour qu'il puisse rester avec l'échelle. Merci beaucoup. Donc, ce volet de formation et de transmission, il s'est aussi discuté avec les écoles d'agriculture, évidemment. Dans le cadre du groupe de pilotage, on avait le directeur de l'école d'agriculture de Viège en Valais, Maurice Schwerin, qui a aussi fait part des différents besoins. Donc là, l'idée, c'est un soutien et puis une valorisation des formations. Point suivant, c'est le travail de sensibilisation. Alors là, c'était de nouveau un bon exemple du parc Rivière-Pays-d'On. C'est la page qui relate le comportement vis-à-vis de l'économie alpestre. Et c'est tout ce travail de sensibilisation, de reconnaissance du travail qui est fait dans la page, et puis de sensibiliser les touristes, les visiteurs et tous les usagers au respect. Il y a des chartes qui existent, il y a des informations qui existent. L'idée, c'est de les généraliser. C'est un point qui peut paraître évident, mais en fait, on a senti un besoin. C'est un besoin de sensibilisation pour pas qu'il y ait de dégâts, mais c'est aussi un besoin de sensibilisation pour qu'il y ait une reconnaissance plus grande du travail qui est fait sur les alpages. Ça touche aussi le respect du patrimoine bâti, du patrimoine alpestre. Et là, il y a des exemples historiques qui existent, notamment le travail qui a été fait par Patrimoine Suisse, section Gruyère-Mauvaise, qui depuis de longues années a déjà fait ce travail de sensibilisation sur l'usage et l'entretien du patrimoine bâti alpestre. Point suivant, on devine une poya. C'est le travail de médiation et de création culturelle. C'est le volet culturel, quelque part, de la saison d'alpage. On a... Ah, Alléluia. Bon. merci beaucoup. Vous êtes comme un opticien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Donc, comme on a pu toutes et tous changer de lunettes, je vous propose de finir ce volet sur les mesures, et puis après on reviendra aux grands films. Donc, dans le domaine de la médiation et de la création culturelle, en fait, c'est aussi un travail qui est fait par les musées. Musée Gruyère, Musée de Charmey font ce travail de longue date, mais c'est aussi de sensibiliser à la médiation au patrimoine culturel, comment mieux le transmettre, mieux le faire reconnaître, comment transmettre sa valeur, comment aussi avoir des projets en lien avec les écoles, avec les jeunes. C'est le cas notamment ici à Vounetz, où il y a un travail qui est fait pour mettre en évidence ce type de démarche. Là, les parcs naturels ont aussi un rôle important à jouer, et l'idée, c'est de mettre en valeur et en réseau ce qui se fait dans des régions pour l'avoir au niveau suisse. Et puis finalement, la recherche et la documentation, il y a des problématiques qui sont très présentes, on les connaît, on n'a pas cherché à les dissimuler dans la candidature. La question de la présence des grands prédateurs et de l'implication que ça a sur l'économie alpestre. La question de la gestion des ressources, notamment des ressources en eau, qui sont un problème très, très clair. La question après, les questions liées au changement climatique et les modifications aussi importantes qu'il y a sur les pratiques d'alpage, avec des périodes différentes, avec des zones différentes qui sont importantes. Et donc là, il y a une nécessité d'avoir de la recherche qui soit au service des praticiens. Là, l'exemple, c'est ce que fait le parc naturel régional du Jura vaudois, avec des alpages sentinelles, sur l'exemple de ce qui se fait en France, avec une documentation croisée de ces alpages sur différentes dimensions. On va essayer d'avoir une compréhension de ces transformations et de ce qui se passe. La recherche et la documentation, évidemment, ça se fait en lien avec des hautes écoles, ça se fait en lien avec des instituts de recherche. Là, dans le cadre de la candidature, l'idée, c'est de pouvoir lancer des appels à des recherches qui soient aussi des recherches interdisciplinaires. Voilà, quelque part, tout ça, c'est un potentiel qui est lancé, avec des moyens qui peuvent être mis à disposition, notamment par la Confédération, l'Office fédéral de la culture
peut soutenir des projets dans ce domaine. Et si tout se passe bien à partir de 2025, pourra soutenir des structures qui vont s'occuper de valoriser ce type de patrimoine. L'Office fédéral de l'agriculture a aussi été partenaire et a des projets existants, notamment des projets de recherche sur les alpages. C'est quelque chose qui existe. Et puis les partenaires comme Agridea et la Société suisse d'économie alpestre sont aussi prêts à s'engager. Donc ça, c'est vraiment ce niveau des mesures qui peuvent être apportées. Mais tout ça reste à faire, évidemment. Ça dépend aussi de la capacité d'être à l'écoute et en dialogue avec les praticiens de l'alpage. Donc ça, c'est peut-être un des messages principaux. Si on va au point suivant, il y a un élément qui est intéressant, c'est la question du développement durable. Je l'ai dit en clin d'œil avant, l'UNESCO demande à ce qu'il y ait une compatibilité avec le développement durable. Alors, on peut dire, oui, évidemment, on va toujours trouver quelque chose. Là, c'est une manière de montrer la saison d'alpage en lien avec les objectifs du développement durable. Donc, c'est ces fameux objectifs de l'agenda 2030. Et là, la saison d'alpage a été classée avec 4 objectifs. La lutte contre la faim, donc la question de l'alimentation, la question de l'égalité hommes-femmes, la question de la production et de la consommation durable, et puis l'aspect vie terrestre avec tous les aspects de biodiversité. Et c'était pour rappeler aussi que, en fait, les pratiques liées à l'économie alpestre, c'est des pratiques qui s'inscrivent aussi dans une durabilité, dans une gestion raisonnée des ressources, mais aussi dans des contraintes. Et puis ces contraintes, elles nécessitent une adaptation constante. On a parlé de la contrainte du changement climatique qui est extrêmement importante maintenant et qui va nécessiter des aménagements. Donc cette réflexion sur le patrimoine comme une ressource de développement durable est aussi extrêmement importante dans cette démarche. Et puis, peut-être un point encore suivant, c'est cette réflexion sur le patrimoine ou les patrimoines. On a tendance à, parfois, puis c'est ce que je vous ai présenté au début, à séparer un patrimoine qui serait bâti, un patrimoine qui serait paysager, un patrimoine qui serait mobilier, un patrimoine qui serait immatériel. Et en fait, on a cette notion de patrimoine alpestre, ou de patrimoine alpestre au pluriel, où finalement on voit qu'il y a une interdépendance entre ces différentes formes de patrimoine. Que le paysage qui est important dans ces zones, il est lié à des activités, au maintien de ces activités. Que le maintien de ces activités, il nécessite aussi qu'il y ait une viabilité économique, qu'il y ait une dynamique sociale, une durabilité sociale. Et donc, on voit cette continuité, et c'est peut-être de réfléchir les patrimoines comme étant, quelque part, dans une dimension temporelle où on a un héritage, le patrimoine comme héritage, mais aussi le patrimoine comme ressource pour faire face à des défis d'avenir. Et donc là, il y a un rôle à jouer, notamment par les parcs comme structure, dans le cadre de ces différentes formes de patrimoine. Et puis, c'est dans ce sens-là qu'on est sur un patrimoine d'avenir. Et ça peut paraître un peu comme contradictoire de dire que le patrimoine à venir, mais ce patrimoine immatériel, c'est peut-être une de ses caractéristiques, c'est qu'il fait sens que s'il s'adapte et s'il est transmis et s'il fait encore sens pour les générations suivantes. Donc c'est tout le défi, mais c'est aussi tout le potentiel qu'il y a. Et ce petit bonhomme très intéressant, il est tiré de ce que le parc a fait pour les traditions vivantes. C'est ce qui illustre la saison d'alpage. Pour les enfants, et puis il y a tout un travail de médiation qui est fait. Et quelque part, ces patrimoines sont tournés vers l'avenir, ils sont une ressource. Après, il faut leur donner l'espace, les moyens et la reconnaissance pour continuer d'exister. Voilà, j'en aurais terminé. Merci beaucoup de votre attention. Je suis à disposition si vous avez des questions.